Et bonjour à tous. Voilà, de retour à bord de Saori. On a un petit ciel un petit peu voilé pour l'instant et franchement c'est pas pour nous déplaire, sinon on sera en train de cuire sur place. Et voilà, droit devant, je pense que vous pouvez l'apercevoir, se dresse devant nous avec sa forme iconique de volcan, hein, d'un dessin d'un enfant de 2 ans ou de 4 ans. Et qui se dresse droit devant nous. Nous avons le Stromboli, voilà, qu'on va aller voir dans quelques jours. Mais avant cela, on va faire le tour de ce cap là, et derrière ce cap se trouve encore une petite baie qui va nous rapprocher gentiment petit à petit du détroit de Messine, et on va s'arrêter un petit peu avant, on va s'arrêter à Tropea, voilà. Et voilà, bah écoutez, on va continuer hein, notre petite périple. Comme vous pouvez le voir, on ne peut plus tranquille, on ne peut plus serein à bord de Saori, puisqu'on est en train de remonter au vent dans 5 nœuds de vent, 5 nœuds et demi de vent. Donc on est tranquille, on va avoir le temps de discuter tranquillement. Et pour cela, bah voilà, je vous ai retrouvé le chapitre que l'on n'avait pas pu faire la dernière fois à faute de batterie. Et on va le faire ensemble. Je vais me mettre juste de ce côté-là pour aider un petit peu. Hop, comme ça je peux surveiller sous mon génois. Et on est parti, qu'est-ce que vous en dites? Donc, Charybde et Scylla. Qu'est-ce que Charybde et Scylla? On va le découvrir tous ensemble. Forcément, c'est une légende homérique, on dit homérique, homérienne, homérique, je crois. En tout cas, la légende de Homère avec l'Iliade et l'Odyssée, l'aventure d'Ulysse notamment. Et on va voir ensemble un peu ce qu'il en est. Mais déjà, dans un premier temps, bah, où ça se passe, où ça se trouve. On est, comme je vous ai dit présentement, non loin du détroit de Messine. On va le passer de nord au sud. Pour nous, on va passer de la mer Tyrrhénienne à la mer Ionienne. Enfin, au bassin méditerranéen, puis oui, à la mer Ionienne. Et donc, bah, pour cela, il va falloir passer dans un endroit qui est très serré, qui se trouve pile entre le nord-est de la Sicile et le sud-ouest de la Calabre, quoi, ou la pointe la plus à l'ouest de la Calabre. Et ce détroit-là, il fait que 1005 de large. Donc c'est vraiment court, hein. Gibraltar, je crois que de mémoire, c'était 6 au plus court. 6 000, 10 000, quelque chose comme ça. C'était déjà pas grand chose hein, pour passer d'une mer à un océan. C'est déjà bien court, mais là ça va être encore plus restreint, quoi. Donc je me demande, déjà que c'était impressionnant Gibraltar, je me demande à quel point ça va faire vraiment un petit trou de souris ou pas, quoi. Bon, une fois dedans, c'est large, hein, 1005, il y a de quoi manœuvrer, c'est pas non plus... Mais je veux dire, au niveau du paysage, quand vous apercevez ce petit passage comme ça, même Gibraltar, déjà, quand vous êtes à une demi-heure, 1 heure de nave de Gibraltar, notamment quand vous arrivez de la Méditerranée, moi, j'ai pas eu cette sensation-là, parce que je l'ai vécu en me retournant, entre guillemets, dans mon sillage, pardon. Mais pour ceux qui partent de Méditerranée et qui franchissent Gibraltar pour la première fois pour arriver en Atlantique, ça doit être incroyable comme sensation. Voilà, bah nous c'est un peu la sensation que ça va faire, quoi. C'est-à-dire qu'on va franchir ce petit truc et après va s'ouvrir à nous la mer Ionienne, de nouveaux pays, tous les vents du sud, le Ponente et le Levante qui va revenir, etc. Donc ça va être très intéressant. Ok, on est parti, petit coup d'eau. Maintenant que vous savez où c'est, je vais vous montrer sur le bouquin exactement. Vous voyez, là, il y a Vulcano qui est encore une des dernières îles éoliennes. Normalement, vous voyez bien. Là, il y a Messine et Reggio di Calabria. C'est là où il y a le plus de trafic, etc. Et nous, ce qui nous concerne, c'est de ce cap-là, la pointe de ce cap-là, à la côte qui est en face. Et c'est là où il y a Scylla. Il y a une ville qui s'appelle comme ça. Le Caribe en Scylla. Donc Scylla, ça s'appelle en français. Alors, nous sommes partis. L'identification de nombreux endroits décrits dans l'Odyssée est souvent contestée.
Mais jamais l'existence de Caribe et Scylla dans le détroit de Messine n'a été mise en doute, à part quelques théories populaires récentes. Dans l'Antiquité, le passage du détroit était considéré comme extrêmement périlleux, mais il fallait bien l'emprunter si on ne voulait pas faire le tour de la Sicile. Dans un petit bateau, un plaisancier est en bien meilleure mesure de comprendre et d'apprécier les dangers encourus par Ulysse. Dans ce passage, que ne l'est par exemple le passager d'un grand ferry ou tout autre navire doté de moteurs puissants et que les courants de marée et les rafales laissent indifférents, pour ces derniers, Caribe et Scylla ne sont qu'un mythe antique, tandis que le plaisancier ressent les dangers avec ses tripes. Mais what the fuck, c'est quoi cette histoire, sérieux? Donc évidemment, le ferry il passe pleine balle, tout droit, sans se soucier de quoi que ce soit. Maintenant, quid des petits bateaux, des petits plaisanciers? Nous, on va la vivre en mode Ulysse, quoi, apparemment. On va ressentir les dangers avec nos tripes. C'est quand même pas rien, quoi. Je vois qu'il y a un bateau qui m'arrive droit devant. Je le surveille parce que je suis pas très manœuvrant, il faut que je vire de bord, quoi. Mais je pense qu'il va passer pleine balle en dessous de moi. Alors, on continue. On disait que Scylla vivait, donc là on parle de Scylla. Scylla, c'est le côté italien, Calabre, continental. D'accord? On disait que Scylla vivait dans une grotte située dans une falaise vertigineuse sur la rive est du détroit. Donc on parle vraiment de ce côté-là. Et donc apparemment à ce côté-là, il y a un fameuse... je m'étais déjà renseigné un petit peu au préalable avec des amis qui s'y connaissaient un peu. Donc il y a une grande grotte, enfin il y a un grand pic, un grand rocher on va dire, et au milieu de ce rocher une grotte. Donc c'est une grotte dans une falaise vertigineuse sur la rive est du détroit. Donc ça ne devrait pas avoir bougé techniquement. Elle avait 12 pieds qui se balançaient et 6 longs coups prolongés de têtes horribles qui sortaient pour saisir les dauphins et les espadons du détroit ou les marins des bateaux qui passaient. Ah oui, c'est-à-dire elle chopait tout ce qui passe, quoi. On reparlera des espadons juste après, si ça vous intéresse. Au pied de la falaise, un tourbillon aspirait les bateaux imprudents. Donc voilà, c'est les fameux tourbillons du détroit de Gibraltar, donc c'est du détroit de Messine, pardon, excusez-moi. Donc c'est ce qu'on est en train de vivre et on voit que c'est des problèmes qui... c'est un passage qui est redouté des marins depuis du coup l'Antiquité, quoi. Même avant. Sauf qu'on n'a pas les textes. Donc apparemment côté donc italien, il y a cette fameuse grotte avec cet énorme monstre, une sorte d'hydre, pour faire simple, qui bouffe tout ce qui est à portée, plus des tourbillons au pied, quoi. Donc on imagine que cette falaise là, quand on va la repérer, on s'en rapprochera pas trop, quoi. Proche de Scylla, Caribe était décrit comme un gigantesque tourbillon qui engloutissait les navires qui s'en approchaient de trop près. Aujourd'hui, le détroit ne glace plus le cœur des navigateurs, mais il devait terrifier les marins de l'Antiquité avec ses marées et ses remous, ses tourbillons et ses rabattants. Donc c'est vrai que vu comment est faite la côte, est-ce qu'on la voit mieux quelque part ou pas? Non, hein? Pas moyen de voir. Ah! Vous voyez, vous imaginez bien que s'il y a du courant ici, là, et vu la forme de la côte, on imagine bien qu'ici, c'est vrai que ça doit bien tourbillonner. Après, c'est toujours pareil. Quoi qu'il arrive, un vent contre courant, ça va forcément décupler les problèmes. Quoi qu'il arrive, avec des vents rafaleux dans certains angles, ça va aussi décupler les problèmes. Et les bateaux de l'Antiquité qui arrivent, eux, ils arrivaient quand ils arrivaient. Et ils n'avaient pas forcément de prévision météorologique. Donc, ils avaient quand même de quoi analyser le ciel, etc. Mais ils n'avaient pas de prévision météorologique comme nous on a aujourd'hui. Donc forcément, c'était un petit peu plus la roulette russe, quoi. Alors que nous, on sait très bien à quel moment passer par rapport à la bascule, etc. etc. Donc on va mettre toutes les chances de notre côté, mais les conditions peuvent être les mêmes. Voilà, ça dépend à quel moment vous passez.
J'ai hâte surtout de le franchir et de pouvoir vous en faire un retour, hein, parce que là pour l'instant on est en mode découverte, donc forcément je vous apprends rien, nous sommes en train de découvrir ensemble ce qui nous attend, quoi. Donc le gigantesque tourbillon aujourd'hui, nanana, ok. Il est d'ailleurs possible que le détroit ait été plus dangereux dans l'Antiquité. Un tourbillon existait vraiment devant la ville de Scylla jusqu'à ce qu'un tremblement de terre change la topographie des lieux en 1783. D'après les instructions nautiques, il y a cependant toute raison de supposer qu'un tourbillon a existé devant la ville de Scylla et de Caribe, et lui était plus impressionnant que ne l'est le seul Caribe de nos jours. Ok. J'ai lu des récits sur les trombes à proximité du détroit et des hypothèses selon lesquelles la Scylla antique n'était que la description par Homère de telles trombes. Ah, vous savez, les trombes, c'est les espèces de tornades marines, quoi, en gros. Et du coup, on peut imaginer que c'était ces longs coups. Les longs coups auraient pu être plusieurs trombes. Alors attendez, on en était où? A existé devant un, il était plus impressionnant. Le seul Caribe de nos jours. J'ai lu des récits sur les trombes à proximité du détroit et les hypothèses selon lesquelles la Scylla antique n'était que la description par Homère de telles trombes. Je n'ai pas vu de trombe autour du détroit de Messine, mais j'en ai vu ailleurs. Et elle reste aujourd'hui aussi effrayante qu'elle devait l'être pour Ulysse. Même en 1824, le détroit était considéré comme dangereux par l'amiral Smith, qui décrivait pour les bateaux non pontés de l'Antiquité, donc en parlant de Caribe, devait être terrifiant. Car même de nos jours, il peut mettre en danger les petits bateaux. Ça parle beaucoup des petits bateaux, hein. Et j'ai vu plusieurs bâtiments de guerre et même un vaisseau de 74 canons tourbillonner à la surface. What the fuck? C'était après le tremblement de terre de 1783 qui a changé les fonds et calmé quelque peu Caribe et Scylla. Quoi que puissent dire les historiens confortablement installés dans leur fauteuil, je me revois naviguant à sec de toile dans un coup de vent d'hiver dans le détroit de Messine, terrifié par Caribe, les rabattants et la pluie aveuglante. Et B. Voilà pour la légende. Écoutez, hein, moi en attendant, je m'inspire un petit peu de cette légende, mais surtout je me renseigne sur les faits actuels et sur les datas d'aujourd'hui, avec les prévisions faisables d'aujourd'hui. Je vous en parlerai quand je serai passé, parce qu'on va pas le faire ensemble, sinon on l'aurait fait ensemble, on aurait préparé la nave ensemble, etc. Ça aurait été intéressant. Mais c'est pas grave, je vous en parlerai par la suite. Ça revient à peu près au même. Est-ce que vous voulez entendre l'espadon? On continue avec l'espadon, c'est rapide. Pour ceux que ça intéresse, hein, la pêche à l'espadon. Donc l'espadon et les thons passent régulièrement le détroit de Messine au cours de leur migration et des bateaux spéciaux ont été conçus pour les pêcher. Les espadons vont vers le sud au printemps et vers le nord en juin. Ah bah tiens. Les anciens bateaux de pêche à l'espadon avaient un mât de peut-être 3 mètres de haut avec une plateforme de surveillance tout en haut, 4 rameurs et un harponneur à l'étrave. On n'en voit plus car les bateaux à moteur modernes avec bout dehors ont pris leur place. Le bout dehors est plus long que le bateau et peut atteindre un bon 15 mètres sur les plus grandes unités. Le mât a une chaise à son sommet pour le capitaine qui peut barrer de son poste. Ah ouais. Un treuil électrique le hisse et le redescend. Putain, c'est un délire quand même. Tout cela est minutieusement réglé et ces bateaux ne naviguent que par temps calme, évidemment. Apparemment, l'espadon dort, entre guillemets, en surface le jour, ou en tout cas se déplace lentement, et les bateaux peuvent s'approcher et harponner les poissons sans méfiance. C'est une folie quand même. J'ai moi-même surpris des espadons près du détroit qui ont sauté hors de l'eau à peine 50 mètres des étraves. Quelle que soit la théorie, la méthode fonctionne. Alors je vous montre le bateau. J'espère que vous le voyez un peu quand même. Donc là on a le petit bateau hein, qui est pas bien long hein, par rapport à la taille humaine. Il doit faire 10-15 mètres, un truc comme ça, 10 mètres. Ouais, je dirais 10 mètres puisque ça fait 15, donc 10. Un bon 10 mètres.
Ça qui fait 3 mètres de haut, bah apparemment ça fait beaucoup plus là. Hein. En tout cas, il y a une grande plateforme tout en haut. Mince, pardon, vous avez la sangle. Il y a une grande plateforme tout en haut avec pour pouvoir voir les thons qui dorment à la surface. Et de là, donc là c'est l'étrave du bateau, jusque là, je vous le montre parce que vous voyez pas très bien. Il y a un énorme bout dehors avec 12 milliards de haubanage là, pour pouvoir aller à l'avant et les harponner. Comme ça, il ramait. Une fois qu'il était arrivé sur place, il ramait pour pas faire de bruit. Et il les harponnait. Voilà. Bon, ça devait être un des plus... un des derniers modèles. Mais ça doit être un truc vraiment... qui doit se faire depuis un peu la nuit des temps, quoi. Voilà. Donc, en plus de ça... Donc ça, c'est... Là, on a parlé uniquement des conditions météorologiques. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Ouais, non, c'est un pavillon, c'est un casier, enfin, c'est un truc, c'est pas un animal. Donc, on a parlé des tourbillons, etc. On a parlé des courants, on a parlé qu'il fallait ni se rapprocher trop de la côte, ni de l'un ni de l'autre. Mais le problème, c'est que au milieu, et ben, comme vous pouvez très bien le voir ici, il y a un DST, donc une séparation de trafic, avec tous les gros bateaux qui veulent aller du nord au sud, qui doivent forcément emprunter cette route-là. Tous les gros cargos, on parle des cargos, hein, qui veulent passer, ils doivent passer par cette route-là. Même si en vrai, bon, je vois pas trop de cargos pour l'instant, donc on verra quand on se rapprochera, mais je ne sais pas si c'est énormément emprunté dans ce sens-là. Par contre, ce qui est sûr, c'est que là, vous voyez, en plus de ça, il y a un rond-point au milieu, donc c'est assez la particularité. J'avais jamais vu qu'il y avait carrément un rond-point dans un DST. Et le truc, c'est qu'à ce rond-point-là, il y a énormément de trafic, de navettes qui vont de là à là, de là à là, de là à là. Et aussi de là à là. Ah, parce que là, c'est Reggio. Donc en fait, le plus gros, c'est là, mais il y a aussi des ferries qui vont là. Donc c'est un peu le bordel. Donc tout le long, il va falloir faire super gaffe parce qu'apparemment, ils vont super vite. Ça, on m'a dit qu'ils allaient très très vite. Et que c'était techniquement aujourd'hui, si on parle pas de Caraïbes et de Scylla, c'était quand même le gros du danger. Fort heureusement, nous, on a l'AIS, hein, donc avec l'AIS, je vais me remettre de l'autre côté, c'est mieux pour le bateau. Donc fort heureusement, avec l'AIS émetteur-récepteur, on sera lu et vu de tous, enfin tous ceux qui surveillent leur AIS. Et donc ça va être quand même un gros truc supplémentaire, mais on voit que si on doit rester hors du DST, on est quand même super proche de la côte, quoi. On est quand même super proche de la côte. Voilà, en tout cas, et ici il y a vraiment une zone spécifique pour traverser, quoi. Donc je sais pas si on peut du coup traverser. Normalement un DST ça doit pouvoir se traverser, j'imagine, en fonction des conditions, etc. On peut très bien aussi appeler sur le canal les personnes qui gèrent ça. Les yachts doivent respecter cette zone de séparation de trafic et rester en veille sur les réseaux, sur les canaux 10 ou 16. Les bateaux de plus de 45 mètres doivent réserver leur passage à l'avance. Voilà. Voilà, vous savez tout pour l'instant. Il n'y a rien d'autre sur... Détroit de Messine, on avait lu tout ça. Hein. Ouais, on avait lu. On l'avait lu ensemble. Ouais, on avait vu qu'il y avait toutes les zones de danger aussi. Lorsque le courant porte au nord. Et lorsque le courant porte au sud, donc nous c'est ça, à partir de San Salvatore, et c'est au-dessus là je crois, je l'avais vu, jusqu'au port de Messine. Ok. Et le long de la côte nord. Et après au sud du Capo Peloro, donc c'est celui-là. Devant Acciarello. Capo Peloro, il est là. Je vois pas de Acciarello, je regarderai sur ma carte. Entre Catona et Punta Calamizzi. Devant la plage, bon bah voilà, il y a énormément de trucs. Ça va être parfait pour ma préparation de nave. Bon, est-ce qu'on serait pas scotché là par hasard? Un peu, hein. Un peu. Hein. Voilà, en plus il y a des scolios un peu partout.
Donc je vais vous laisser. Je vous retrouve un petit peu plus tard. Voilà, j'avais envie de finir ce bouquin avec vous, en tout cas jusqu'à Messine ensemble. Regardez, c'est beau là, hein. Voilà, j'avais envie de finir avec vous un petit peu ce chapitre, en tout cas de la préparation, et puis je vous parlerai de la suite avec plus d'expérience. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt, bye bye.